Place à votre décryptage de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour 20 h le rattrapage et bienvenue à notre invité qui va nous accompagner pendant cette demi-heure d'information. Il s'agit de Vincent Feltès. Bonsoir. Alors vous êtes élu au Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, conseiller municipal de Bordeaux. Et vous l'avez annoncé cette semaine, vous avez choisi de quitter le Parti socialiste. On en reparle dans un instant. Mais tout d'abord, on va découvrir un chiffre ensemble. 62% d'augmentation de salaire pour le président de la Massif, une mutuelle dont le siège est à Niort. Le Canard enchaîné l'a révélé cette semaine. La Massif se serait sans doute bien passée des honneurs du Canard enchaîné. Dans un article au titre savoureux, l'hebdomadaire satirique affirme que le président de la mutuelle niortaise s'est récemment accordé une augmentation très conséquente. Alain Montaran touche désormais 260 000 € annuels contre 160 000 auparavant, plus une indemnité de 121 000 € versée par une filiale. Comme beaucoup, au siège de l'entreprise, Fabrice Khalifa a découvert tout cela hier matin. Ce représentant de la CGT dénonce une répartition injuste des richesses. C'est criant d'injustice dans un contexte, il faut le rajouter, où l'entreprise financièrement se porte bien. Elle a de très bons résultats, ce dont on se félicite, puisque ça n'a pas toujours été le cas. Donc elle s'est redressée ces 2-3 dernières années fortement. En revanche, la redistribution vers les salariés, on peut voir qu'elle n'est pas du tout à la même échelle que celle qui est faite en tout état de cause vers nos dirigeants. Et ça, c'est plus que regrettable. Cette augmentation est au contraire tout à fait justifiée pour le principal intéressé. Dans un communiqué, le groupe en détaille les différentes raisons, bons résultats, responsabilités accrues, comparaison avec la concurrence, et d'ajouter en conclusion que le conseil d'administration statue en toute souveraineté et assume totalement ses décisions. En réponse, la CGT appelle à la grève lundi prochain. Le groupe mutualiste est en pleine restructuration et aucune augmentation salariale n'est prévue pour les employés pour l'instant. Vincent Feltès, en plein débat sur les inégalités, on comprend que cela puisse choquer ? Oui, il y a un autre chiffre qui m'a encore plus choqué en début de semaine. C'est l'étude faite par Oxfam qui dit que les 25 personnes les plus riches au monde possèdent autant que la moitié de l'humanité. Et c'est vrai qu'on se dit que quelque part, on est dans un système qui ne fonctionne plus et qui est insupportable. Là, sur la Massif, c'est peut-être aussi très particulier parce que c'est une mutuelle avec des valeurs spécifiques de partage, de redistribution, une fibre sociale. Et c'est vrai que cette augmentation est plutôt choquante. Et je pense que d'ailleurs, dans des conseils d'administration, il serait quand même de bonne politique que les salariés puissent être dans le conseil d'administration par le truchement des syndicats pour dire également ce qu'ils pensent. On en vient à votre actualité de la semaine puisque vous avez annoncé lors d'une conférence de presse que vous choisissiez donc de quitter le Parti socialiste. Vous dites entre autres qu'il n'est plus capable de s'inventer, notamment à travers de la crise des Gilets jaunes que l'on connaît actuellement. Alors, je l'ai d'abord annoncé aux militants du Parti socialiste la semaine dernière et ça a été médiatisé un peu plus tard. Bon, c'est déjà un épisode particulier pour moi, ça fait presque 23 ans que je suis au Parti socialiste. J'ai gagné une commune, j'ai été président de la métropole bordelaise, j'ai été député, conseiller politique de François Hollande. Donc c'est une sorte de douleur et de renoncement. Mais je fais un double constat qui est triste. Premier constat, c'est une incapacité à s'ouvrir, à se renouveler dans la diversité de la société. Et le message des Gilets jaunes... Vous auriez pu y participer à cette réouverture. Pourquoi choisir de quitter le Parti socialiste ? J'ai même beaucoup participé. Je veux dire, il y a quelques années, j'étais secrétaire national du Parti socialiste. J'avais inventé une chose qui s'appelait les adhérents par Internet. À 20 €, on a eu à peu près 100 000 nouveaux adhérents. Mais j'ai aussi vu comment les logiques d'appareil ont fait que ces nouveaux venus n'ont pas forcément été bienvenue, justement. Alors on se pose une question puisque vous êtes élu à la municipalité de Bordeaux. Est-ce que vous êtes toujours dans l'opposition ? Alain Juppé quitte les Républicains, vous quittez le Parti socialiste. Est-ce qu'il n'y a pas un terrain d'entente sur lequel vous pourriez vous retrouver ? On verra bien. Mais moi, ce qui m'importe pour l'instant, c'est pas les jeux... On verra bien. Non, c'est pas les jeux politiques tactiques, c'est un certain nombre de sujets d'actualité. Par exemple, on a de plus en plus d'embouteillages, de plus en plus de thromboses. Je pense que l'extension du tramway sans fin
vers Saint-Médard-en-Jalles, vers Gradignan, n'est pas une solution pour résoudre ces problèmes d'embouteillage. Mais sur ma question précisément, sur un éventuel rapprochement avec Alain Juppé, qu'est-ce que vous répondez ? Je vais répondre que je pense que dans la crise qu'on connaît, on ne va pas être dans un jeu politique tactique. On va faire dossier par dossier, question de la mobilité, question du logement, question de la culture, question sociale, question environnementale. Qui dit quoi ? J'ai bien gouverné la métropole bordelaise pendant 7 ans avec Alain Juppé comme premier vice-président. Donc on peut avoir des terrains d'entente, mais en même temps, on a des vrais terrains de divergence. J'étais favorable à ce qu'il y ait un établissement public foncier pour empêcher la flambée des prix du logement. Alain Juppé s'y est toujours opposé. Et aujourd'hui, Bordeaux est la 2e ville la plus chère de France. On va parler à présent d'un dossier qui concerne la municipalité de Bordeaux, la question des Gilets jaunes. À chaque week-end, sa mobilisation et les commerçants de plusieurs grandes villes de France tirent la sonnette d'alarme. Une délégation a été reçue hier au ministère de l'économie. Parmi eux, des Bordelais qui déplorent les conséquences économiques sur leur commerce. Reportage à Bordeaux. Les équipes de nettoyage sont sur tous les fronts. Un rituel désormais classique dès lundi matin. Effacer tous les stigmates des affrontements du samedi. Mais si la place Péberlan retrouve un semblant de calme et d'ordre, les commerçants du centre-ville, eux, ne peuvent que constater les dégâts. Le samedi, moi je suis obligé de fermer à 14h, même un peu plus avant. Et quand j'arrive le soir, le feu autour du kiosque, tout est cassé, tout est dégradé. On n'arrive pas à travailler comme il faut. Certains commerçants, pour les plus téméraires d'entre eux, comme ce patron d'une agence de voyage, n'hésitent pas à s'interposer physiquement devant les manifestants. Je reste devant ma vitrine tous les samedis et j'essaye de protéger mon commerce des dégradations, des tags, des coups qui peuvent arriver. On est très solidaires avec les commerçants, on fait attention les uns aux autres. Pour le moment, je dois dire que ça fonctionne, pourvu que ça dure. La mairie, pour sa part, propose des aides pour soutenir les commerces en difficulté. Nous avons ouvert pour tout le mois de janvier, le samedi et dimanche, le parking gratuit de la place des Quinconces, donc tout samedi, tout dimanche, de 9h30 à 20h. Et enfin, nous allons proposer au conseil municipal de mars, en tout cas pour le moment, une exonération des droits de terrasse de 1 mois. Mais il n'en demeure pas moins que l'impact de ces manifestations et des dégradations se chiffre désormais à près de 20% de baisse de fréquentation. Un chiffre qui risque de s'aggraver avec les samedis à venir. C'est l'une des conséquences du mouvement, la difficulté à la fois de manifester, mais aussi la difficulté de travailler. Oui, j'étais encore ce matin avec les commerçants de Bordeaux, et c'est vrai que la perte de chiffre d'affaires est très très importante. 10% d'entre eux seraient menacés de fermeture. Oui, on cite des chiffres assez terrifiants, d'autant plus qu'on sait bien que le mois de décembre est un mois très important et que les soldes sont aussi des mois très importants. Donc les grandes enseignes ont toujours une marge de sécurité. En revanche, les petits commerçants indépendants ou par exemple la personne qui tient le kiosque que l'on connaît tous, c'est une économie extrêmement précaire. Donc il y a tout ce qu'on peut faire pour réguler la violence, à laquelle nous n'étions pas habitués à Bordeaux. On l'avait vu un peu durant les manifestations contre la loi travail, mais c'était somme toute beaucoup moins important. Et comment on peut accompagner financièrement les commerçants avec la ville, la métropole et la région, à l'instar de ce qui a été fait, par exemple, en région Occitanie. Alors, on va justement parler de ces violences avec ces scènes de guérilla, effectivement, urbaines, les samedis à Bordeaux, et les lanceurs de balles défensives utilisés par les forces de l'ordre. Leur utilisation fait débat après plusieurs dizaines de blessures à leur actif. Des caméras pourraient être ajoutées pour contrôler leurs usages. Des caméras sur les policiers qui utilisent des lanceurs de balles de défense suffiront-elles à calmer la controverse sur leur utilisation ? France Info a recensé 40 blessés graves suite à des tirs de LBD lors des manifestations de Gilets jaunes. À Bordeaux, le samedi 12 janvier, une de ces armes a été utilisée. Les circonstances du tir donnent lieu à une enquête judiciaire. Pour l'avocate de Lola Villabriga, victime de tirs de flashball à Biarritz le 18 décembre dernier, les caméras ne sont pas une solution. Visiblement, vu les attentes de pas mal de personnes, vu les alertes du défenseur des droits qui allaient bien au-delà, puisque lui préconisait l'abandon de ce type d'armes, c'est insuffisant. Ce que l'on remarque, c'est qu'il y avait déjà quand même beaucoup de films, avec notamment les portables, etc., et que ça ne suffit parfois pas pour que l'enquête aboutisse. Donc peut-être que la difficulté est ailleurs. Des caméras, la police municipale de Bordeaux en est équipée depuis mars 2018. La police nationale en utilise depuis de nombreuses années lors des patrouilles de rue,
Mais la préfecture refuse aujourd'hui de nous les montrer. Impossible donc de connaître le dispositif qui sera mis en place samedi. Pour les syndicats de policiers, ce matériel est inadapté car destiné à filmer au plus près des agents. Ces caméras ont été mises en place dans le cadre de la police de proximité, de la police de sécurité du quotidien, pour figer des situations particulières telles que les contrôles d'identité. On ne sait pas à ce jour si ce dispositif sera utile pour l'utilisation du LBD, car quand on utilise le LBD, c'est qu'on se retrouve à une longue distance, on va dire, des manifestants, et on ne sait pas si le champ de vision sera suffisant. Les policiers affirment ne pas pouvoir se passer des lanceurs de balles de défense pour contenir les violences extrêmes qui s'exercent en marge des manifestations. Samedi, des caméras devront être activées lors de l'utilisation des LBD. Les images pourront être saisies par la justice en cas de plainte. Vincent Feltès, vous êtes pour ce genre de dispositif ? Oui, je voulais dire que globalement, les forces de l'ordre font un travail plutôt admirable dans des conditions pas simples. Moi, j'étais à l'Élysée aux côtés de François Hollande au moment des attentats et j'ai vu la réactivité, l'implication. J'ai aussi vu la montée de la violence dans la rue à laquelle les forces de l'ordre doivent faire face. Donc, ça se passe pratiquement toujours bien. N'empêche qu'on doit aussi constater qu'il y a quand même eu des blessés graves, des personnes défigurées. Et il faut trouver une solution pour que l'opprobre ne soit pas lancé sur les forces de l'ordre. Est-ce que ces caméras vont résoudre ce problème-là ? En tout cas, ça permettra d'avoir quelque chose d'objectif sur les conditions et d'expliciter les choses. Je pense qu'il faut fonctionner par expérimentation, parce que sur le terrain, dans le feu de l'action, avec la tension, on ne sait pas exactement toujours ce qui se passe. En tout cas, autour de cette question des Gilets jaunes, les modalités du grand débat se précisent, peut-être pas assez pour certains maires des départements de Nouvelle-Aquitaine. Direction la Corrèze, où Mathilde Brazo, la rédactrice en chef de France 3 Pays de Corrèze, revient pour nous sur l'organisation de ces grands débats sur son département. En Corrèze, pour l'instant, sur le site internet du Grand Débat National, une seule date de déclarée. Mais dans les prochaines semaines, ce nombre pourrait grimper à une dizaine. Des réunions un peu partout sur le territoire, soit à l'initiative du député de la République En Marche lui-même, soit sous l'impulsion de maires de tous bords, comme ici à Brive où la date a été arrêtée au 7 février dans cette salle municipale derrière moi. Des maires qui, selon, organisent ou facilitent, mais qui généralement ne veulent pas endosser le rôle d'animateur. Et des maires qui, pour beaucoup, déplorent le manque de consignes précises de la part du gouvernement. Certains également critiquent l'absence lors de ces débats de représentants de la préfecture ou de fonctionnaires, ne serait-ce que pour retranscrire les débats. C'est pour ne pas interférer dans les échanges, explique la préfecture. Un certain flou et de nombreuses questions demeurent donc à ce jour en Corrèze. Beaucoup d'élus espèrent qu'elles seront résolues d'ici la tenue des débats dans leur commune. Et la préfecture rappelle qu'elle se tient à disposition pour tout renseignement. Vincent Feltès, c'est le grand débat ou c'est le grand flou ? C'est en tout cas une expérimentation originale. On a tous l'habitude dans nos communes, dans les départements, dans les régions, de faire de la démocratie participative. Au niveau de l'État, c'est une première. Ça peut être une très bonne chose s'il y a un certain nombre de garanties en termes de méthode et surtout si à la fin des leçons sont tirées. Donc on est juste au début. Moi, je regarde ça de manière plutôt bienveillante, mais aussi attentive. Vous regardez 20h le rattrapage, notre invité Vincent Feltès, élu du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Et nous revenons sur l'autre actualité de la semaine, une actualité teintée en blanc avec l'arrivée des premières neiges en plaine, notamment en Limousin, et une consommation énergétique qui s'envole. Résultat, les barrages de la vallée de la Dordogne sont sollicités pour éviter toute panne sur le réseau français. Direction donc le barrage de Marège. À 17h précises, l'eau sort du barrage, 200 mètres cubes par seconde pendant 2 heures. Un flot ininterrompu qui se déverse dans la Dordogne. L'objectif, c'est qu'il faut absolument éviter que le réseau électrique, qu'on aille au blackout. Et donc, c'est de soutenir le réseau électrique, d'équilibrer la production avec la consommation. Car ce barrage, l'un des 5 de cette vallée, est une réserve d'énergie exceptionnelle. Cette immense masse de béton, propriété de la CHEM, la Société hydroélectrique du Midi, concurrente d'EDF, retient 47 millions de mètres cubes d'eau, un tiers d'une petite tranche nucléaire. C'est donc une puissance très recherchée en cette période hivernale.
Quand les habitants ils rentrent chez eux, on allume les lumières, on fait la cuisine, et ainsi de suite. Donc beaucoup plus de consommation. Donc il faut que nos barrages puissent subvenir à ce besoin-là. Dans la salle des commandes, on est évidemment sur le qui-vive. Probablement que demain, on sera aussi en vigilance P2. D'accord ? P2 signifie situation critique sur le réseau. Et le réseau est contrôlé par RTE, le transporteur d'énergie, qui n'hésite pas à réquisitionner les producteurs d'hydroélectricité, des producteurs très réactifs et pour cause. Le moment où on aura l'ordre de démarrer la production et le couplage du groupe, il se déroule seulement 3 minutes. Il n'y a aucune autre énergie capable de faire ça. La tension en demande d'électricité ne devrait pas faiblir au cours des prochains jours. Le barrage de Marège se tient prêt. Il faut dire qu'en 80 ans d'activité, le vétéran de la vallée de la Dordogne a déjà vu couler beaucoup d'eau dans ses galeries. Une actualité de la semaine marquée également par un bien triste anniversaire, les 10 ans de la tempête Klaus. Des vents à plus de 160 km/h ont été enregistrés dans la région. On accueille sur ce plateau Vincent Dubroca, journaliste à France 3 Aquitaine. Vincent, une grande émission sera consacrée sur les 10 ans de la tempête Klaus. Mais avant d'en parler, je vous propose de redécouvrir l'étendue des dégâts. Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009, la tempête Klaus touche l'Aquitaine, une tempête qui fera 9 morts. Des rafales allant jusqu'à 172 km/h balayent la région. 161 km/h seront relevés à l'aéroport de Mérignac, un record absolu pour le site. Les images sont impressionnantes. Arbres arrachés, lignes électriques à terre, toitures éventrées, l'Aquitaine se réveille groggy. Le Pays Basque a été le premier département touché. Les dégâts sont conséquents. Mais la maison, elle est crevée. Elle est crevée. La chambre principale, elle prend l'eau. C'est quelque chose de dément. Je dormais dans mon lit, ici. Tout s'est effondré d'un seul coup, comme ça. Et beaucoup de suie, beaucoup de fumée. Une égratignure, ici, au poignet. Les ports sont défigurés, les rues sont jonchées d'arbres et de branches. En remontant vers le nord, la tempête a poursuivi son œuvre destructrice à l'intérieur des terres. Et c'est le massif forestier des Landes de Gascogne qui est ravagé. Sur 1 million d'hectares, 593 000 sont endommagés, dont 223 000 à plus de 40%. La vision est terrible. Sur d'immenses étendues, il n'y a que des troncs couchés, broyés ou dressés, tels des allumettes brisées. Près d'1 demi-milliard d'euros d'aide sera débloqué pour nettoyer et reboiser. Le réseau électrique paie un lourd tribut. 500 000 foyers aquitains sont privés d'électricité. Les techniciens de RDF sont à pied d'œuvre, mais ce sont des centaines de kilomètres de lignes qu'il faut raccorder. Avec l'intervention que nous faisons ce matin, il y a déjà une grosse partie des gens qui vont être réalimentés. Après, bien sûr, on va poursuivre la ligne bien plus loin et les dégâts qu'on trouvera, on réparera. Côté transport, durant plusieurs heures, des routes sont coupées. Les avions et les trains sont paralysés. C'est toute une région qui se retrouve immobilisée. Une région totalement immobilisée. 10 ans après, Vincent, a-t-on tiré les enseignements de cette catastrophe? Alors pour le savoir, durant 1 heure d'émission, Émilie, nous allons revivre cette tempête de 2009 avec 3 temps forts dans l'émission. D'abord, comprendre ce phénomène météo exceptionnel, savoir par exemple en quoi il était différent de la tempête de 99. Ces tempêtes à répétition sont-elles d'ailleurs le signe précurseur d'un changement climatique en Nouvelle-Aquitaine? Le climatologue Hervé Le Treut, membre de l'Académie des sciences, nous répondra. Ensuite, 10 ans après Klaus, on va faire un état des lieux des conséquences économiques et environnementales de la tempête. Notamment comment aujourd'hui la forêt des Landes se reconstruit et pourquoi la filière bois se dit aujourd'hui inquiète d'une autre tempête économique, celle-là. Et puis, quels grands enseignements ont été tirés de cette tempête, de ces tempêtes, pour protéger notre réseau électrique, pour nous protéger de l'érosion dunaire. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, 6 000 logements sont directement concernés par l'érosion des dunes, liée en partie aux tempêtes. Donc réponse, dimanche à 11h sur France 3 et 18h sur NOA. Merci Vincent, le rendez-vous est donc pris. Parlons maintenant avec vous, Vincent Feltès, aménagement du territoire et ligne SNCF. À Limoges, le réseau SNCF Nouvelle-Aquitaine a annoncé de gros investissements sur la ligne Paris-Toulouse. En revanche, il persiste d'énormes difficultés sur les petites lignes du Limousin. On regarde. Chaque jour, 200 ouvriers travaillent à l'entrée de Limoges à la construction d'une importante base de travaux.
C'est d'ici que partiront les engins qui vont régénérer la voie Paris-Limoges-Toulouse. Les opérations sont prévues sur plusieurs années en Limousin. Ils sont à la charge de la SNCF. Entre la souterraine et Limoges, à partir de juillet jusqu'à septembre 2019, 35 km de voies seront renouvelées. On va donc remplacer le rail, les traverses et le ballast sur cette partie-là. Je vais vous faire une analogie, c'est un peu comme la voiture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est plus intéressant de remplacer sa voiture que de continuer avec une voiture qui demande trop d'entretien. Trop d'entretien, c'est aussi le problème des petites lignes régionales, financées par la région ou l'État. Certaines d'entre elles, Limoges-Angoulême, Limoges-Poitiers, Nexon-Brive, sont dans un état pitoyable. Les trains roulent au ralenti, le trafic est parfois interrompu. En cause, des problèmes de structure, les voies de chemin de fer ne sont plus assez sûres. Ces dernières années, les études profondes qui auraient été nécessaires n'ont pas été réalisées. Pourtant, on sait bien ce qu'il faut faire. On a des outils extrêmement modernes qui permettent de faire des diagnostics souterrains sans enlever la voie ferrée, comme le LIDAR, des choses comme ça, où on mesure la cohésion des terrains sous la voie ferrée. Donc il faut mener de nombreux diagnostics et ensuite, bien sûr, déterminer les mesures à prendre pour conforter la plateforme. Pourquoi ces diagnostics ont-ils été faits sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse et pas sur les petites dessertes régionales? SNCF Réseau n'a pas répondu à cette question. De son côté, la région Nouvelle-Aquitaine affirme ne pas avoir été alertée sur l'état du réseau assez tôt et pointe l'incompétence de la SNCF. Vincent Feltès, vous êtes conseiller régional. La SNCF est-elle incompétente ? En tout cas, il y a un problème entre la SNCF et SNCF Réseau. Ça fait des années qu'on sait que le réseau est mal entretenu. Je me souviens déjà d'un audit de Polytechnique Lausanne au début des années 2000 qui disait que le réseau français n'était plus du tout à niveau, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de pannes. On est très performant sur la grande vitesse, on l'a vu encore récemment sur Bordeaux-Paris, mais sur le quotidien, ça ne va pas du tout. Il y a un second problème qui est que le conseil régional, et là c'est un bon exemple, estime ne pas avoir assez d'informations de la part de la SNCF, que la SNCF n'est pas suffisamment transparente, et c'est bien pour ça qu'on a voté au mois de décembre une nouvelle convention bien plus exigeante avec la SNCF. Qui exige quoi précisément ? Qui dit que si on n'a pas les informations, que si la ponctualité n'est pas là, il y aura moins de rémunération pour la SNCF. Donc ça, c'est les deux problèmes qu'on a, en sachant qu'on voit bien qu'à un moment, on a eu tendance à délaisser les voies ferrées dans des petites villes et qu'aujourd'hui, le phénomène d'aménagement du territoire revient tel un boomerang et qu'il y a une véritable urgence là-dessus. Donc la difficulté, c'est de continuer les grands investissements, parce qu'il nous faut toujours Bordeaux-Toulouse en LGV, et en même temps aller sur le train du quotidien, et notamment sur le RER, sur la métropole bordelaise. Parce qu'il y a une importance politique derrière, d'aménagement du territoire, effectivement. Oui, bien sûr. On voit bien que le modèle auquel moi j'ai contribué comme président de la métropole, de dire on veut des moteurs économiques, ça a bien fonctionné. On voit bien sur Bordeaux le nombre de milliers d'emplois qui sont créés année après année. Mais là, il ne peut pas y avoir un pays ou une région à deux vitesses, et c'est un des enjeux des prochaines années. Transport, toujours. Comment rendre votre voiture moins polluante et plus performante? C'est un sujet qui a retenu votre attention sur les réseaux sociaux. C'est donc l'Instant Web. Voilà à présent la parfaite alliance entre une ruralité assumée et un commerce international. Cela se passe du côté du Pays Basque. Une entreprise y fabrique de la gomme caoutchouc. On regarde. Comme dans un fournil,
les ouvriers de EMAC pétrissent 24 heures sur 24, mais du caoutchouc et des produits issus de la pétrochimie pour produire une matière noire un peu particulière. Nous sommes à Abens-de-Bas, près de Mauléon en Soule, 75 salariés pour 718 habitants. Nous malaxons des gommes de caoutchouc auxquelles nous ajoutons de différentes charges noires, claires, et différents petits produits chimiques qui lui permettront d'avoir des propriétés qu'il n'a pas au départ. À l'origine, en 1952, l'entreprise familiale produisait des semelles pour l'espadrille. Aujourd'hui, c'est de la matière brute, vendue en bande. 7000 tonnes sont confectionnées chaque année, destinées essentiellement au marché de l'automobile, pneus et essuie-glaces. EMAC est leader parmi les fabricants français. Après 2 plans sociaux, 2 anciens cadres ont repris la société. Depuis, les débouchés regorgent grâce à la recherche et au développement. Quand on a repris l'entreprise avec Pierre en 2006, on a axé effectivement notre métier sur la conception des formulations. Aujourd'hui, on est à la tête de 10 programmes de recherche et développement collaboratifs. On adhère à un pôle de compétitivité, Elastopôle. La région vient de débloquer 1 million d'euros d'aide à l'investissement. Avec une nouvelle ligne de production, 6 créations d'emplois sont envisagées. L'objectif de ces investissements, c'est surtout augmenter encore la capacité de production au niveau de la fabrication de nos mélanges. En pleine zone rurale, EMAC exporte en Europe et en Asie et son chiffre d'affaires a presque doublé en 4 ans. Je vous propose de prendre le large à présent, Vincent Feltes. C'est une planche de surf pour suivre les traces du Bayonnais Gauthier Garance. Le surfeur spécialisé dans les grosses vagues a été nommé au XXL Biggest Wave Award. Une nomination pour avoir le 18 avril dernier surfé sur une vague à Bellara de 12 mètres de haut. Mais plus que la hauteur, c'est surtout le lieu qui reste magique. C'est en tout cas ce qu'il nous a confié tout à l'heure via Skype. C'est une vague qui est vraiment rare et qui est dans un cadre coincé entre la Rune et le Reiskibel. Tu es en pleine mer à 3 km au large, donc c'est déjà d'une atmosphère qui est vraiment particulière. C'est une sacrée reconnaissance. Tu vois, tout le monde ne va pas surfer à Bellara. Tu vois, ça fait maintenant 2 ans qu'il y a les meilleurs surfeurs mondiaux qui chassent, tu vois, le record de la plus grosse vague, et en tout cas qui chassent les vagues XXL sur la planète, qui débarquent maintenant à Bellara. Donc, tu vois, c'est un spot connu, reconnu maintenant mondialement. Et d'arriver à performer sur cet endroit-là, c'est une super reconnaissance. Donc moi, je suis très très fier, ouais, bien sûr. Voilà, on va passer de la mer à la montagne, l'avantage d'habiter en Nouvelle-Aquitaine. Et on va se quitter sur ces images du documentaire consacré à Jean Lassalle, un berger et 2 perchés à l'Élysée. Le film retrace la dernière campagne pour les présidentielles de l'inclassable député des Pyrénées-Atlantiques. On regarde. C'est l'affiche, je ne m'y retrouve pas tellement. Moi, je pensais que vous essayiez de me solennaliser un peu, quoi. Voilà. On ne s'est même pas tapé dans la main, on ne sait pas où on va. Est-ce qu'on est directeur de sa campagne, directeur de campagne d'un berger qui veut devenir président de la République sans moyens? C'est notre chemin, c'était notre destin. Notre destin, notre fatum, quoi. Il est hors de question de continuer à accepter le délabrement. Vincent Feltes, vous irez le voir au cinéma? Oui, si j'ai le temps, j'irai le voir. Surtout, je connais Jean Lassalle, qui j'ai siégé à la région et à l'Assemblée nationale. C'est sûr que c'est un personnage truculent, qui a des vraies fulgurances, qui dit aussi parfois des vraies bêtises, mais j'irai voir le film avec plaisir. Qu'est-ce que vous retiendrez sinon de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine? Peut-être une image? Non, je pense que c'est effectivement l'anniversaire des tempêtes à répétition. Nous n'avions pas l'habitude de ça, et on sait bien que le dérèglement climatique s'accélère, et dans le travail qui s'appelle Acclimatera, que la région a demandé à Hervé Lotreut, on sait qu'on va être une des régions de France le plus touchée par le réchauffement climatique. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu majeur des mois et années qui viennent. On a déjà fait beaucoup, mais pas assez. Merci en tout cas d'avoir passé cette demi-heure d'information avec nous, Vincent Feltes. Je vous rappelle que vous êtes donc conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine et conseiller municipal à la ville de Bordeaux. On se retrouve quant à nous samedi prochain pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. À très vite.